Et what's up les bergers? Aujourd'hui nous allons aborder le cas des porte-avions de la classe Kiev. Et je mets des guillemets à porte-avions parce que ce ne sont pas vraiment des porte-avions, vous allez voir. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'un navire de cette classe, le Minsk, devenu un parc d'attractions en Chine, a pris feu cette semaine. Ok, alors avant de commencer la vidéo, petite rectification parce que je me suis rendu compte d'une erreur. J'ai confondu le Kiev et le Minsk, c'est-à-dire que les deux sont bien en Chine. Le Kiev est devenu un parc d'attractions à part entière, donc c'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo avec les images que vous allez voir, c'est bien le parc d'attractions avec le Kiev. Quant au Minsk, il a connu un petit peu une fin tragique, puisqu'effectivement il a pris feu. Il a été un parc d'attractions jusqu'en 2006, où il a fait faillite, il a été racheté par une entreprise immobilière pour le rénover depuis 2013, mais les travaux étaient un petit peu laissés à l'abandon, ce qui explique pourquoi il a pris feu. Voilà, donc ça c'était juste la petite parenthèse. Tout ce qui va suivre, ça va être exclusivement sur le Kiev. Voilà, le parc d'attractions, les images, tout ça, il est toujours là et le parc d'attractions aussi. Voilà, allez, on reprend la vidéo. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite vidéo uniquement sur cette classe de navire? Donc, allez, c'est parti. C'est le 20 mai 2000 que le porte-avions de la classe Kiev, autrefois la fierté de la marine de l'Union soviétique, quitte le port militaire de Mourmansk, au nord-ouest de la Russie, pour effectuer un voyage aller simple vers la Chine. Pékin avait acheté le navire 4 ans plus tôt pour 8,2 millions de dollars, dans le but d'étudier et de copier son instrumentation pour le développement de son premier porte-avions. Remorqué par 5 navires, le Kiev effectue un voyage de 102 jours à travers la mer de Baran, les zones côtières de l'Afrique et le détroit de Malacca, avant d'accoster dans la ville côtière du nord-ouest de Tianjin, où depuis 2004, il est l'attraction principale d'un parc d'attractions fréquenté par des millions de touristes chaque année. Situé à environ 70 km du centre de Tianjin, le parc à thème Binai Aircraft Carrier couvre une zone d'exposition tout de même de 5,57 km², à proximité du golfe de Bonaire. Il est géré par le Tianjin Binai Aircraft Carrier Tourism Group, qui est aujourd'hui l'un des principaux véhicules d'investissement de l'administration de la région. Alors si j'ai employé le terme parc d'attractions, c'est que c'est un Disneyland géant à l'ère soviétique. Pour 30 €, on peut voir de près des maquettes d'avions de chasse, d'hélicoptères et de canons anti-chars. De nombreux restaurants sont disponibles qui jalonnent l'avenue principale et qui servent de la soupe aux choux rouges, la vodka et même des barres chocolatées estampillées de la célèbre marque soviétique Alenka. Et à côté, nous avons aussi des boutiques de souvenirs militaires. Ah oui, c'est vraiment un Disneyland à thème soviétique. Bon, le billet est quand même moins cher que celui de Paris, hein. L'attraction principale reste évidemment le Kiev, qui, avec une longueur de 273,1 mètres sur 52,8 mètres de large et 61 mètres de haut, se dresse sur la plage de Baga. Alors, je ne vais pas refaire dans le détail la longue histoire de la marine soviétique et de son évolution. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à consulter ma vidéo sur ce sujet disponible dans la description ou en haut à droite de l'écran. Et n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos de la chaîne, il y a aussi d'autres cas sur la marine soviétique. Pour faire un bref rappel, le programme de porte-avions soviétique a commencé avec la mise en service du premier porte-hélicoptère de la classe Moskva en 1967, puis d'un deuxième en 1969. D'une taille similaire à celle des porte-avions japonais modernes de la classe Yaga et de la classe sud-coréenne Dokdo, ces navires ont constitué une étape clé vers le développement d'une flotte de porte-avions plus importante. Chacun était capable de déployer jusqu'à 18 aéronefs à voilure tournante, et les navires de guerre constituaient alors les fleurons des groupes de guerre anti-sous-marines, chargés principalement de défendre les sous-marins lanceurs de missiles balistiques soviétiques contre les sous-marins d'attaque occidentaux, servant ainsi d'atout hautement complémentaire aux autres moyens de la marine. L'étape suivante est logiquement les porte-avions. Les Kiev vont être issus d'un programme de porte-avions nommé Orel, initié par le maréchal Grechko. À la base, il devait être à pont plat, continu, doté d'un réacteur nucléaire de 80 000 tonnes, 2 catapultes à vapeur et 70 appareils. Le groupe aérien aurait pu être constitué de MiG-23, de Sukhoi 24K et de P-42. Mais le projet sera réévalué une première fois avec un abaissement de sa masse à 60 000 tonnes et 50 appareils ainsi que des silos à missiles. Notez bien, les silos à missiles vont être conservés, hein.
Mais voilà, le maréchal Grechko disparaît en 1976 et le maréchal Oustinov prend la place du ministère de la Défense et décide, sous la pression des constructeurs avioniques, qu'il vaut mieux disposer de plateformes plus petites et avec des capacités STOVL. Le projet Orel sera abandonné pour un temps et la conception d'une version plus légère est décidée. D'autant plus que les soviétiques ne disposent pas non plus de catapultes, et la conception va s'avérer des plus difficiles d'ailleurs. Mais j'en parle dans les autres vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est ainsi qu'après les porte-hélicoptères anti-sous-marins de la classe Moskva entrés en service en 1967, la marine soviétique a mis en service sa première classe de porte-avions capable de déployer des avions à voilure fixe, la classe Kiev, à partir de 1975. Alors officiellement, ils sont désignés comme croiseurs porte-avions. Ces navires de 45 000 tonnes représentaient une combinaison inhabituelle d'un porte-avions et d'un croiseur lance-missiles, les navires eux-mêmes intégrant plus de systèmes de missiles que toute autre conception de porte-avions. Et cette définition n'est pas le hasard puisqu'elle va permettre aussi à tous les porte-avions de la classe Kiev de transiter par le détroit des Dardanelles et le Bosphore, contournant ainsi la convention de Montreux de 1936 qui interdisait aux porte-avions de traverser les détroits turcs. De 1977 à 1987, le Kiev a entrepris 10 missions sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. En 1981, il fut le navire amiral de l'exercice massif Zapad 81 organisé en mer Baltique, considéré par l'OTAN comme le plus grand déploiement des forces militaires jamais entrepris par l'Union soviétique. Ces navires de guerre ont été conçus sans piste et s'appuyaient plutôt sur des jets capables de décollage et d'atterrissage verticaux, VTOL, à savoir l'ambitieux chasseur de 4e génération, le Yak-41, qui devait entrer en service au début des années 1990 et dont le développement a commencé avant l'entrée en service des premiers navires de la classe Kiev. Un jet moins performant, le Yak-38, a été déployé dans l'intervalle et bien qu'utile pour acquérir de l'expérience dans les opérations de porte-avions, ses capacités étaient négligeables dans tout autre rôle qu'un rôle d'attaque légère. Bien que les groupes aériens des navires de la classe Kiev n'aient jamais atteint leur plein potentiel, avec l'effondrement de l'Union soviétique, qui va entraîner leur retraite anticipée, mais aussi l'annulation du programme Yak-41, la brève durée de vie de la classe de ces navires de guerre les a vus déployer des munitions massives en tant que croiseurs lance-missiles avec une capacité de transport d'avions secondaire. La conception de la classe Kiev mettait l'accent sur une combinaison de capacités anti-navires et de défense aérienne de haut niveau, nécessaires pour éliminer les porte-avions, destroyers et croiseurs ennemis à distance et se protéger des frappes de l'escadre aérienne d'un porte-avions ennemi. Les navires de guerre intégraient ce qui était sans doute le missile de croisière anti-navire le plus performant de l'époque, le P500, qui était capable de frapper des cibles jusqu'à 550 km de distance à une vitesse de Mach 2,5. Cela les rendait extrêmement difficiles à intercepter pour les systèmes de défense aérienne de l'époque. Les missiles utilisaient un guidage radar semi-actif avant de passer au guidage radar actif dans leur phase terminale et de déployer des munitions de 1000 kg et voire même des options d'ogives nucléaires. Cela permettait à la classe Kiev de surpasser confortablement les frappes de représailles des missiles de croisière embarqués occidentaux. Mais évidemment, tout a un prix et des inconvénients. Les missiles P500 étaient extrêmement gros et lourds, environ 4 fois la taille des missiles de croisière embarqués standards. Et malgré la taille d'ailleurs de la classe Kiev, chaque navire était limité à seulement 8 missiles. Le navire de guerre, le Bakou, le dernier et le plus avancé des navires de la classe Kiev, pouvait transporter 12 missiles. Leur objectif était de détruire les navires de surface américains, y compris les super porte-avions, bien avant qu'ils ne soient en mesure de riposter. Outre les systèmes d'armes rapprochées et les divers lance-roquettes anti-sous-marins, l'autre armement principal de la classe Kiev était son système de missiles sol-air, le M11 Storm et plus tard le 9K330 Tor. Une fois encore, le navire de guerre Bakou s'est avéré de loin le mieux armé, avec 192 missiles Tor lancés à partir d'un système de lancement vertical compact et peu encombrant. Cela a donné au navire de guerre une capacité de défense aérienne inégalée, en particulier contre les missiles de croisière.
Le système de missile était limité à une courte portée, mais son système de contrôle de tir offrait un champ de vision à 360 degrés et la fiabilité contre les attaques de missiles était élevée. Les navires de guerre, Kiev et Minsk, ont également déployé des missiles sol-air à courte portée 9K-33 OSA, chacun en emportant jusqu'à 40. Cette capacité de défense aérienne aurait été complétée par des chasseurs Yak-41, très probablement armés de missiles RR-R77 et R-27ER, si le programme avait bien évidemment été mené à terme dans les années 90, rendant ainsi les navires de la classe Kiev extrêmement résistants même contre les groupes d'attaque de porte-avions américains. Les navires de la classe Kiev sont censés avoir été développés en partie en réponse à la crise des missiles de Cuba, qui a souligné le manque de capacité de projection de la puissance à longue portée de la marine soviétique et son incapacité à affronter de front les groupes de porte-avions américains en mer. Le programme semblait également être une première étape vers le développement d'une flotte de porte-avions plus conventionnelle, bien que l'on ne sache pas si c'était vraiment l'intention dès le départ. 4 navires de guerre de la classe sont entrés en service en 72, 78, 82 et 87, respectivement le Kiev, le Minsk, le Novorossiysk et le Bakou, tous construits sur les chantiers navals de Nikolaïev de la mer Noire. Les navires étaient également très performants dans le rôle de la guerre anti-sous-marine et étaient capables de déployer plus d'une douzaine d'hélicoptères de guerre anti-sous-marins Ka-25, 2 lance-roquettes anti-sous-marins RBU-6000 et 10 torpilles anti-sous-marines. Cela a fait de la classe Kiev peut-être le porte-avions le plus polyvalent jamais conçu, avec la capacité de se protéger indépendamment des attaques aériennes ennemies, de rechercher et de détruire les sous-marins ennemis et d'engager des navires de surface ennemis haut de gamme à des vitesses et des portées considérées alors comme extrêmes pour leur époque. Mais malheureusement, il était tributaire de son groupe aérien, le Yak-38, et là-dessus, il n'était pas très performant. Et pour le Yak-41, on ne saura vraiment jamais ce qu'il aurait pu être. L'effondrement de l'Union soviétique a laissé les navires aux mains de la Fédération de Russie, qui n'avait pas les moyens de les entretenir. Pire encore, les chantiers navals de Nikolaïev Sud et les pièces détachées se trouvaient désormais dans un pays séparé, l'Ukraine. Tous les navires de la classe Kiev ont été retirés du service et un 5e navire dont le nom n'a jamais été donné n'a jamais été construit. Le Kiev a été vendu à la Chine qui en a fait un hôtel et le Minsk fait partie d'un parc d'attractions. Le Novorossiysk a été démantelé lui en Corée du Sud dans les années 90. Et là vous allez me dire mais il en manque un. Oui, il n'en reste qu'un seul, le Bakou, le plus avancé et le mieux conservé des 4. Il a été rebaptisé Amiral Korskov puis vendu au gouvernement indien pour être transformé en porte-avions à part entière. Il a été transformé par les chantiers navals russes dans les années 2000 à 2010 et il est aujourd'hui connu sous le nom de porte-avions Vikramédiata et le navire amiral de la flotte indienne. En conclusion, la classe Kiev n'a jamais vraiment eu de succès. Le modèle hybride ne pouvait pas rivaliser avec les meilleurs porte-avions américains. Il ne disposait pas de moyens aériens nécessaires pour faire la différence dans la bataille aérienne. Les missiles anti-navires étaient très bons pour l'époque. Avec eux, la classe Kiev aurait pu frapper les navires d'un groupe aéronaval de la marine américaine, ce qui constituait un avantage. Les soviétiques auraient dû se donner à fond pour produire un véritable porte-avions comme le prévoyait le projet Orel. Il y avait des plans pour le faire, mais au-delà du navire amiral Kuznetsov, le programme de porte-avions soviétique et russe peinait à trouver sa place dans une armée qui s'intéressait davantage à la guerre terrestre et aérienne, et aussi aux sous-marins. Je fais une parenthèse avant de terminer. Pour l'incendie, nous n'avons pas de détails sur ce qui s'est exactement passé, hormis le fait qu'il était en entretien au moment des faits. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.